Alors, un bon dimanche, il y a un grand rassemblement politique, un peu spécial, un peu extraordinaire, à Beauceville. Là, ce qui ne me rajeunira pas, c'est en 1936. Alors, mon père m'avait amené, petit garçon, j'avais 8 ans, m'avait amené à ce grand rassemblé, ce Parlement, parce que dans le temps, on n'appelait pas ça des assemblées politiques, on appelait ça des parlements. Alors, on m'avait amené au Parlement à Beauceville, et là, j'avais vu et entendu M. Duplessis, M. Gouin et l'autre, parce que c'était au tout début de l'Union nationale. Et je dois dire que c'est le seul discours de Maurice Duplessis auquel j'ai assisté de toute ma vie. Ma mère venait de décéder, ça faisait environ un mois, puis je pense que mon père avait pensé de m'amener à ce Parlement, justement, pour me distraire, me changer un peu les idées, parce que vous savez, à 8 ans, perdre sa mère, c'est une grosse épreuve, c'est pénible. Alors, je me souviens que le lendemain, en recevant le journal, et dans le temps, on se rappellera que c'était l'Action catholique qui rentrait dans la majorité des foyers. Alors, on prend l'Action catholique. Mon père avait pris l'Action catholique. Je regardais, intéressé, les photos qu'il y avait dans le journal, et je revoyais les personnages que j'avais vus la veille à Beauceville. J'avais trouvé ça extraordinaire. Alors, ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait bien impressionné, c'était les applaudissements, puis entendre des gens crier de partout. En 1961, au début de l'année, il y a un de mes amis qui m'appelle. Puis moi, j'avais commencé à écouter les discours de Réal Caouette à la télévision. Puis comme Réal était créditiste, c'est que foncièrement, je l'étais moi aussi. Alors, ça tombait pile, c'était dans mon goût. Alors, Réal faisait toutes ses émissions, parlait à un moment donné des programmes du parti. Ça me plaisait beaucoup. Un bon matin, je reçois au téléphone d'un de mes amis, que Réal Caouette, à Saint-Georges-de-Beauce, puis qui est intéressé de rencontrer des futurs organisateurs, des futurs supporters. Alors, on organise une grande assemblée à la Quai-de-Chemin, un vendredi soir du mois de mars 62. Et je dois vous dire que ce soir-là, tout était contre nous. Il commence à pleuvoir dans le milieu de l'après-midi, les chemins viennent sur la belle glace bleue, c'était pas circulable, les routes étaient impraticables, complètement impraticables. L'assemblée était annoncée pour 8 heures. Je finis par me rendre à la salle de peine et de misère à 7 heures. Et à 7h30, il n'y avait déjà plus de place dans la salle. Et il y a eu tellement de monde que le village de Lac-à-Chemin a été en quelque sorte complètement bloqué. Réal a fait sensation, il y avait du monde dans la salle. Et là, je me rappelais mes premiers souvenirs de grands applaudissements à la tête du Plessis en 1936. C'était aussi fort à Lac-à-Chemin ce soir-là que ça l'avait été à ce moment-là. Et les organisateurs qui avaient organisé la réunion, qui m'avaient aidé à organiser la réunion, ont dit « Fabien », ils ont dit « Écoute, c'est toi qui as invité Réal, c'est toi qui vas le présenter au micro. » Moi, je n'ai jamais été au micro de ma vie, là. Écoutez, là, je savais qu'il fallait que je présente Réal le soir. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai pas soupé. J'avais la gorge serrée, puis le trac, une affaire épouvantable. Alors, je prends le micro, puis je présente Réal. Il n'en fallait pas plus que dans tous les coins de la salle, ils ont dit « Tiens, notre candidat aux prochaines élections fédérales. » C'est comme ça que la politique a commencé, vraiment. Comme les gens avaient découvert un candidat potentiel, bien, j'ai dû me présenter à la convention fédérale du ralliement créditiste à Saint-Malachie pour les élections de Dorchester. C'est Pierre-André Boutin, jeune professeur de Sainte-Marguerite de Dorchester, qui avait été élu. Mais comme j'avais été éliminé seulement qu'au 3e tour de scrutin, parce qu'ils avaient 4 candidats ce soir-là, alors j'avais beaucoup d'appui dans la salle. Alors Réal me fait venir après, puis il me dit « Écoute, il faut que tu fasses la campagne avec M. Boutin jusqu'à la fin, puis il dit « On a besoin de toi », puis ainsi de suite. Mais Boutin était un peu comme moi, il n'avait jamais fait de discours de sa vie, discours politique sur des tribunes. Alors, j'ai promis à M. Caouette de m'occuper de la campagne électorale. Mais là, la glace était vraiment cassée. Là, on a continué à faire des assemblées dans toutes les paroisses du comté pour arriver au 18 juin 1962, le soir, 26 députés créditistes élus dans la Beauce. J'avais fait campagne dans Dorchester, j'avais fait campagne dans la Beauce, et j'avais fait la campagne également un peu dans Bellechasse pour aider le candidat Bernard Dumont, qui d'ailleurs avait été élu lui aussi, le candidat de Beauce avait été aussi élu. Alors, je me rappellerai toujours une petite anecdote en passant. J'étais assis devant ma télévision ce 18 juin, des dates, vous savez, qu'on n'oublie jamais. Alors, c'est André Laurando, qui était à Radio-Canada, pour commenter les élections. Puis André Laurando, à un moment donné, découvre qu'il y avait un créditiste d'élu, tout surpris, estomaqué, presque paniqué. 2e candidat, 3e candidat, 4e candidat.
Il était assez surpris, André Laurendeau, puis il était sidéré de voir un peu ce qui se passait, qu'on avait l'impression que le coup lui rallongeait d'un demi-pouce à chaque fois qu'il en annonçait un d'élu. M. Carouette-Réal l'a répété, cette anecdote-là, pendant des années. Finalement, 26. Alors là, ça a été le grand changement politique. Alors, on a eu un congrès à l'automne. Je suis rentré dans l'exécutif du parti, l'exécutif national du parti pour la section Québec. J'étais déjà président de l'association du comté de Dorchester. Et là, j'ai participé à toutes les élections fédérales jusqu'en 1970. Les élections 70. Un bon soir, il y avait un exécutif dans le comté de Beauce, dont je ne faisais pas partie. On vient me chercher chez moi, puis on m'invite à l'Assemblée. Puis là, on me propose de me présenter candidat. Dans la Beauce, c'était plus Dorchester, c'était la Beauce. Alors, après beaucoup d'hésitation, finalement, j'ai dit correct, j'ai dit, va me présenter. Mais je me suis dit, puis Pauline m'a dit la même chose. Elle a dit, ça va te faire un mois de congé, ça va changer le mal de place, ça va te faire du bien. Elle dit, on va faire la campagne électorale, puis après ça, ben, tu reprendras ton travail. Mais moi, j'avais à l'esprit, puis ça, j'en étais pratiquement assuré. Mais je n'ai pas voulu brûler les étapes. J'étais pratiquement assuré qu'à partir du moment où je me présentais dans la Beauce, avec le travail que j'avais fait à la Caisse d'établissement pendant 8 ans, dans toutes les paroisses, avec les conférences que j'avais prononcées partout, que mes chances étaient excellentes. Et j'ai été élu. Alors, on fait les élections. Ça a bien été, une bonne campagne à la radio. La radio, je m'occupe à un moment donné de faire en sorte de coordonner nos activités puis nos messages publicitaires à la radio, parce que la radio couvrait quand même 4 comtés dans la région. Et le 29 au soir, surprise, 2442 voix de majorité. 29 avril 1970. Le lendemain matin, j'avais décidé de faire la grasse matinée. Tout à coup, un message à la radio, vers 8 heures, dernière journée pour le rapport d'impôt. Pauline vient me réveiller, elle dit « Hey, rêve-toi, le rapport d'impôt, c'est la dernière journée, c'est le 30 avril aujourd'hui. » Je dis « C'est vrai, le 30 avril. » Alors, sans faire ni un ni deux, je m'habille, me prépare, puis je traverse chez mon comptable. Puis je vais voir mon comptable. Mon comptable, en arrivant dans son bureau, un de mes amis, salut Fabien, félicitations pour les élections, et ainsi de suite. Assis-toi, puis on va regarder ça. Puis il dit, je te félicite d'être élu. Puis là, il me pose une question. Combien ça gagne un député? J'ai dit, bonne question. J'ai aucune idée. Il dit, comment est-ce qu'un député peut gagner? Mais il dit, t'es élu? Il dit, tu vas faire quoi? Ben, il dit, écoute, ils vont me le dire quand je vais aller à Québec, comment je gagne. Non, mais sérieusement, tu n'es pas au courant combien un député, ça peut gagner d'argent? J'ai dit, aucune idée. Mais il dit, on va téléphoner à Québec. On téléphone à Québec, au service de renseignement, à l'Assemblée nationale ici, pour s'informer. Et là, j'apprends la nouvelle. 10 000 de salaire, plus 5 000 d'allocation de dépenses. Et on ajoute que si je dépasse le 5 000 de dépenses inhérentes à mon travail, que vis-à-vis de la loi de l'impôt, je ne peux pas réclamer plus, même si j'ai dû prendre une partie de mon salaire pour être capable de faire face puis vis-à-vis de toutes ces dépenses qui arrivaient. Parce qu'on sait toutes les dépenses que ça peut mener, les fêtes de paroisse, les noces d'or, les kermesses, etc., etc. Moi, je venais de placer ma famille dans une situation incroyable. Je venais de me bâtir une maison. Elle n'était pas payée, ma maison. J'avais encore des aveuglements achetés. Et pour mettre le comble, l'accent circonflexe sur toute l'affaire, j'organise mon bureau pour apprendre que le loyer est à mes frais. Mon bureau de comté, mon bureau de député de comté est à mes frais. Pour apprendre que l'achat de l'ameublement est à mes frais. On ne me fournissait rien. Et là, ça venait empiéter sur le 5 000 que j'avais. Mais 5 000 il fallait que je voyage à Québec. Il fallait que je prenne une chambre à Québec parce que ça n'avait aucun sens de voyager matin-soir. Autrement dit, je venais pratiquement de me placer dans une situation de misère. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais quand on s'est réunis, les députés, on s'est rendu compte, bien sûr, qu'on était tous, mon cas n'était pas unique, on était tous dans le même cas. Alors, moi, en arrivant en chambre, la première journée, j'ai dû me lever et poser une question.
Et pas besoin de vous dire que ce matin-là non plus, je n'ai pas déjeuné. Alors, vous savez, vous partez de votre milieu, et puis vous arrivez, quand même, le Parlement, c'est impressionnant quand même. Puis dans ce temps-là, c'était peut-être encore plus impressionnant qu'aujourd'hui, parce que les débats n'étaient pas télédiffusés comme ils le sont aujourd'hui. Alors, voir arriver le lieutenant-gouverneur, le premier ministre, et le décorum. J'ai pensé à mon père. J'ai dit, mon père n'a jamais pensé à ça, lui. Puis moi non plus, moi, je dois vous dire que ce n'était pas un plan de carrière. Je n'avais pas prévu, dans ma vie, d'aller au Parlement, de me présenter en politique. J'étais convaincu, ça faisait longtemps que je m'occupais de politique, mais pour envoyer les autres, pas pour y aller moi-même. Alors, à chaque élection, je regardais pour trouver des bons candidats, puis les appuyais durant la campagne électorale. Mais moi, il n'y en était pas question. La première question, c'est qu'on m'apporte un document sur lequel une motion non annoncée, pour annoncer une motion pour une communauté religieuse. Alors, ma femme était dans les galeries, mais j'avais deux de mes organisateurs dans les galeries. On ouvre la chambre, on fait la prière, il y avait la prière à l'époque. Motion non annoncée, et le premier qui se lève, c'est moi. Ma femme m'a dit, il est malade. Ma femme m'a dit qu'elle a failli s'évanouir. Alors, j'ai fait la motion, mais elle était écrite. Je n'avais pas rien à composer. Alors, j'ai fait la motion qu'on m'avait demandé de faire. Et puis, ça a été adopté à l'unanimité parce que c'est des choses qui ne se discutent pas, comme des billes privées. C'est des choses qui ne se discutent pas. Mais la glace était cassée. Ça, j'avais déjà fait un grand pas en arrivant et sans avoir eu le temps de me stresser trop longtemps. À chaque fois que nous levions ou qu'un des 12 se levait pour poser une question en chambre, il y avait toujours quelqu'un qui se levait pour faire un rappel au règlement pour dire qu'on n'avait pas le droit de poser cette question-là, qu'elle allait être discutée en chambre dans tel projet de loi, qu'elle avait déjà été discutée en chambre et que ce n'était pas de question prioritaire et ainsi de suite. Parce que dans le vieux règlement, on se rappellera, et ceux-là qui m'écoutent et qui l'ont vécu vont pouvoir s'en rendre compte, il y avait 812 articles dans le vieux règlement. Il y en avait 406, ça nous permettait de faire, puis les 406 autres nous défendaient de faire ce que les 406 premières nous permettaient de faire. C'était, je caricature, c'est vrai que je caricature, mais c'était à peu près ça parce que c'était des joutes oratoires, de l'avocasserie, et ça faisait longtemps que ça durait dans les parlements. Mais avec deux partis, ils pourraient tirer leur épingle du jeu parce que des fois, il y avait des marchandages entre les deux. Mais arriver 4 partis et essayer de jouer ce jeu-là, c'est sûr et certain qu'il y avait des francs-tireurs, là. On ne pouvait plus appliquer ces mêmes choses-là. J'ai pris de la radio pour l'annoncer à la population que le lundi, ce serait la journée qui serait consacrée au comté. Et cette journée-là était sacrée pour les gens du comté qui veulent nous voir, qui veulent venir au bureau. Évidemment, nous avions engagé une secrétaire pour prendre des rendez-vous et tout ça. Alors ça, c'était à peu près immuable. Moi, ma journée de bureau de comté, c'était quelque chose de sacré. C'était vrai la première année, le premier mois, et c'était vrai aussi le dernier mois que j'ai été député. Ça, c'était excessivement important, de répondre aux besoins de la population. Et les créditices ont toujours été renommés, justement pour s'occuper du monde, s'occuper du petit monde. J'avais seulement une journée par semaine parce que le mardi matin, je devais descendre à Québec pour aller pour la session, les commissions parlementaires. Sauf que l'été, durant les vacances, bien, la session prend congé. Mais avec le gouvernement Bourassa, on se rappellera que ce fut le début des commissions parlementaires qui se sont multipliées. Alors, nous avions beaucoup de séances de commissions parlementaires durant l'été. Et effectivement, notre bureau au Québec, bien, il y avait toute la correspondance qui arrivait, les problèmes des municipalités. Dans ce temps-là, il y avait des commissions scolaires, il y avait des chambres de commerce, il y avait des organismes de loisirs. En somme, il y avait une multitude d'organismes dans les comtés ruraux. Et puis, il ne faut pas oublier une chose non plus, le député dans un comté rural, il faut qu'il soit polyvalent, puis il a tout à faire. Il faut qu'il s'occupe de tout. Alors, nous étions écrasés par la somme de travail que nous avions dans nos comtés. Moi, je descendais à Québec le mardi matin, là, vous auriez dû voir la serviette de documents que je devais apporter. Je n'avais même pas le temps de signer mes lettres dans le comté, je les signais assez souvent au Parlement le soir. Et le soir, bien évidemment, il y avait tous les téléphones qui rentraient. Alors, après la fermeture de la Chambre, on prenait le téléphone à 10 heures le soir. Les gens étaient surpris. Le lendemain, même ça n'usait pas sur le plan politique.
Le gars rencontrait son voisin, il dit, je ne sais pas, hier soir, il dit, le député m'a téléphoné, c'était 10h30, je t'ai dit qu'il travaille. Hein, les gens répétaient ces choses-là. Il travaille, notre député. Et le vendredi soir, quand on arrivait, bien là, c'était connu. J'arrivais assez souvent le soir, là. C'était pas la parenté, mais le salon était plein. Un venait à un moment donné pour son problème de voirie, de problème d'expropriation, un autre son problème avec les terres et forêts, un autre avait un autre problème, en tout cas une multitude de problèmes, des problèmes de tout ça, ce qui nous amène, nous autres, à un député rural, à être au courant un peu du fonctionnement de chaque ministère. Alors, et samedi matin, bien là, c'était les visites. C'était les visites. Alors, il y avait des gens qu'il fallait les rencontrer chez eux, les associations. Dimanche, bien, c'était les fameuses fêtes de paroisse, les noces d'or, les noces d'argent. Il faut dire qu'au deuxième terme, j'étais le seul de réélu du ralliement créditiste dans les comtés de la région. Alors, tous nos organisateurs des comtés voisins se précipitaient à mon bureau. On va y voir Fabien, on le connaît. Alors, lui, il va s'occuper de mon cas, les cas d'assurance chômage. J'ai commencé, à un moment donné, à me dire, l'assurance chômage, écoute, moi, j'ai assez des cas provinciaux, là. Ça, c'est fédéral. Vous allez aller voir le député fédéral avec votre cas, parce que ça relève du fédéral. Le gars me regarde à un moment donné, puis il dit, écoute, là, moi, je n'ai pas voté pour le député fédéral, j'ai voté pour toi. Puis tu ne veux pas t'occuper de moi. Ouais. On fait quoi? Alors, puis là, j'ai constaté une autre affaire. Ça me prenait plus de temps à expliquer que c'était une juridiction fédérale qu'à prendre le dossier et dire je m'en occupe. Ça fait que j'ai pris ma secrétaire, puis je l'ai fait venir dans mon bureau, puis j'ai donné des instructions, puis on a fait imprimer des papiers d'avance. Puis j'ai dit à l'avenir, on va y prendre l'école d'assurance chômage. Mais ça venait de 5-6 comtés, l'école d'assurance chômage. Le ministre Bégin m'avait dit, pas longtemps après j'ai été élu, je le rencontre. Fabien dit, si les adversaires vont te voir, occupe-toi-en. Occupe-toi-en, puis fais un spécial. Parce qu'il ne dit pas que si un de tes adversaires va le voir, ça, je me suis toujours souvenu de ça. Si un de tes adversaires va le voir, il est aux dernières limites de tolérance. Il est vraiment mal pris, puis il dit, n'oublie pas qu'avant de communiquer avec toi ou d'aller dans ton bureau, qu'il fait un acte d'humilité épouvantable. Occupe-toi-en, puis fais pas voir de rien, puis ainsi de suite. Fait que ça m'est arrivé, ces cas-là, et quand arrivaient les élections, ça n'en parlait à personne, parce que c'est quand même confidentiel ce qui se passe dans nos bureaux. Alors, j'appelle les organisateurs de la paroisse, m'informer d'un tel, ce qu'il fait. On ne comprend rien cette année et on ne le voit pas. Le ministre Bégin m'avait dit ça. Il votera jamais pour toi, mais il dit peut-être qu'ils ne te nuiront pas. Alors, un bon après-midi, j'ai reçu la visite du maire d'une paroisse, accompagné du curé et de 2 échevins, pour venir m'expliquer la situation de leur voirie paroissiale, dans leur paroisse. Mais c'était la même ailleurs. Fait que je leur promets, moi, de m'occuper du dossier de façon particulière, mais à une condition. J'ai dit, apportez-moi une résolution du conseil municipal, puis dimanche, faites donc signer une requête par la population. Puis apportez-moi la résolution du conseil municipal, puis apportez-moi ça mardi matin, avant 8 heures, parce que je pars pour Québec. Ça fait que le lundi, je fais mon bureau à Saint-Georges toute la journée. Le lundi soir, je vais faire du bureau dans une paroisse, parce qu'une semaine, j'allais dans une paroisse, puis l'autre semaine, j'allais dans l'autre paroisse. J'écoute les nouvelles à 11 heures à la télévision, puis quand ils annoncent les nouvelles, là, la Bible des nouvelles, là, dans la Beauce, un curé se fait cantonnier. Hein? Là, je reste stupéfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il donne 2-3 autres bulletins de nouvelles. Finalement, il arrive, puis les caméras de télévision. C'était mon curé qui était venu samedi. Au lieu de faire signer une requête à la porte de l'église, il a fait une quête. Ils ont ramassé 100 $, $100 environ. Et puis, ils ont loué un camion. Et puis, ils ont attaché la gratte en arrière, la gratte de la voirie. Ils ont attaché la gratte de la voirie en arrière. Puis, on voit le curé en télévision, en Télé 4, puis à Radio-Canada, debout sur la gratte pour donner du poids. Il était pesant un peu, bon curé, puis il grattait le chemin. Un curé se fait cantonnier dans la Beauce. Je dois rencontrer le ministre Pinard mardi après-midi. Comment vais-je m'y prendre?
Il va être furieux. Là, je suis convoqué au conseil de comté, je vais au conseil de comté, et puis tous les maires réunis, puis là, moi, je dis, je ne serai pas tout seul à me battre pour la voirie. Je dis aux maires, là, écoutez, là, il y a des bleus parmi vous autres, il y a des rouges, il y a 2 péquistes, il y a des créditistes. Moi, j'ai dit, je ne veux pas faire de politique partisane avec ça, puis je ne veux pas non plus aller me chercher du background politique, si vous voulez, ou encore, à un moment donné, aller en profiter pour aller chercher du courant politique avec tout ça. J'ai dit, je vais demander une rencontre avec M. Pinard, puis vous allez venir, une délégation de maire de la Beauce, vous allez venir vous expliquer. Mais il faut m'occuper de préparer un mémoire. En préparant un mémoire, on rencontre le ministre Pinard qui attendait 10 maires, il en arrive 31. Puis là, on lui demande 12 millions de rattrapage, qui n'était pas de mince somme, parce que les budgets de côté, par côté, c'était à peu près 1 million par année. 12 millions de rattrapage. Ça a été ma plus belle victoire, parce qu'il s'est fait de la voirie dans la Beauce, puis on a fini par faire le rattrapage. Là, je dis que le gouvernement Bourassa était correct là-dessus, M. Pinard a été correct, puis M. Rouleau. Ça, si vous me parlez, on est dans mes meilleurs dossiers dans la Beauce. Il y en a eu d'autres. On a obligé le gouvernement de rendre des comptes parfois. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai fait siéger la commission parlementaire des accidents de travail, commission de sécurité au travail à l'heure actuelle. La commission d'accidents de travail n'avait jamais siégé dans le Parlement depuis les 40 ans qu'elle existait. Autrement dit, elle n'avait jamais eu à rendre compte un comité parlementaire. Alors, on l'a fait, mais il y a eu bien d'autres choses aussi. Moi, il y a des lois que le gouvernement a votées, j'ai réussi à faire renverser. Rappelons-nous la loi des petits abattoirs. Rappelons-nous la loi des 3 chaînes, pour ne rappeler que ceux-là. Alors, il y en aurait une foule d'autres. Il y a eu d'autres domaines, à un moment donné, où il y avait un patronage exercé depuis des générations. Puis, quand les gouvernements changeaient, on n'abolissait pas le patronage, on abolissait les patronneux pour les remplacer par d'autres. Alors, on a contribué au casser ce système. Alors, Réal Cahouette fait un congrès à la fin de 71, si ma mémoire est bonne, un congrès national dans lequel il remet sa chefferie en cause. Nous sommes rendus au congrès de Réal parce qu'on était membres du Parti fédéral. Et à l'issue du congrès, Réal a été réélu, bien sûr. Camille vient me trouver parce qu'avec Camille, il y avait beaucoup de gens, puis on se faisait beaucoup de confidences avec Camille, parce qu'on s'était connus, nous autres, dès les débuts du ralliement créditiste fédéral. Puis on avait travaillé sur la commission politique ensemble et tout ça. Camille, il dit, je ne sais pas ce que tu penserais de ça, mais il dit, j'ai envie d'annoncer pour le provincial un congrès à la chefferie. J'ai dit, as-tu pensé? J'ai dit à Camille, tout simplement, j'ai dit, écoute, as-tu bien réfléchi là-dessus? C'est dangereux, ça. Tu ouvres la porte, il y a peut-être des brebis qui vont passer, il y a peut-être des loups qui vont passer aussi. Mais la porte est ouverte. Là, il y en a qui ont été voir ce qu'il y avait derrière la porte. Est-ce qu'il y a des possibilités? Là, il y en a qui ont commencé à chercher des candidats pour amener des candidats à la chefferie, de voir si elle n'avait pas des personnalités. Et là, Camille a senti son leadership contesté. Et moi, j'ai eu connaissance à un moment donné qu'il y avait des personnes très près de lui, qui avaient des contacts avec des organisateurs libéraux. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale, là, des organisateurs qui ne sont pas députés ni ministres, qui étaient très près et qui se rencontraient de temps en temps. Puis là, on a commencé à, on a commencé à inquiéter Camille, puis à véhiculer toutes sortes de rumeurs à l'effet qu'il y avait ci, il y avait ci, il y avait ça. Un candidat, puis qu'il y avait un tel qui était contre lui, puis qu'un autre était contre lui, véhiculé. Bon dimanche, je suis chez nous, en train de souper un dimanche soir. Je reçois un téléphone d'Antoine Drolet. Antoine me dit, as-tu pris une nouvelle? Non, je lui dis, pas pris une nouvelle. Camille a démissionné. Il dit, pardon? Camille a démissionné. Il y avait un congrès à la Sarne, l'après-midi, puis il a donné sa démission. Mais il dit, ça se peut pas. Il dit, oui, puis il dit, prépare-toi, les journalistes vont téléphoner. Puis là, effectivement, j'ai juste accroché le téléphone, puis là, j'ai eu des téléphones.